C'était le magazine de la santé avec Groupe France Mutuelle, Mutuelle Santé. Blow your nose, stand up straight, sit down, eat your meal, don't run, walk quick, hurry up, take it easy. Depuis le temps qu'on attendait ça, pour nos petits d'1 an et demi à 3 ans, il y a maintenant les petits grands de Blédina. De la viande, des légumes, des menus variés, adaptés à leurs besoins. Avec les petits grands de Blédina, les petits ont enfin leur plat de grands. La tisanière connaît si bien les plantes qu'elle a composé pour vous les infusions bien-être. Mélange bénéfique de plantes sélectionnées pour leurs vertus, pour vous aider à être bien au quotidien. Mon corps préfère la tisanière. Intense, généreux. Offrez Oraya de Côte d'Or et soyez sûr de faire plaisir. De petits rochers, croquants, au chocolat au lait Côte d'Or. Oraya offrez toute l'intensité du plaisir chocolat. Votre sourire manque de blancheur et d'éclat? Innovation Denivite, blanc et éclat. Une action anti-tache visible plus un effet brillance intense pour un sourire d'une blancheur éclatante. Denivite, blanc et éclat, l'expert de votre sourire. La fondue aux 3 fromages de Président. Des amis viennent dîner? Pas de problème. En 5 minutes, je suis sûre de réussir une délicieuse fondue aux 3 fromages Président. Et un gage pour celui qui perd son pain. Tout nu dans l'escalier. Fondue aux 3 fromages Président. Bien manger, c'est le début du bonheur. Des noirs intenses. Des couleurs saisissantes. Une fluidité exceptionnelle. Nouvelle gamme Viera Full HD de Panasonic. Vivez ce que les autres ne font que voir. Panasonic. Des idées pour la vie. Merci d'être avec nous pour Allo Docteur. Stress des étudiants, stress au travail, stress du déménagement, stress des embouteillages, de la retraite. Aujourd'hui, rares sont ceux qui ne se disent pas stressés et pour cause, les origines du stress sont très nombreuses. Oui, la société d'aujourd'hui, avec ses exigences en termes d'efficacité et d'apparence et son rythme effréné, n'arrange rien à l'affaire. Or, qu'est-ce que le stress? Une réaction normale ou une conséquence liée à notre mode de vie? Quand dépasse-t-on la dose normale de stress? Peut-on le guérir? Peut-on le prévenir? 2 invités pour répondre à toutes ces questions. Isabelle Célestin-Lopiteau, qui est psychologue clinicienne et auteure du guide des pratiques psychocorporelles, paru chez Masson. Voilà, c'est pratique, ça va de la relaxation au yoga en passant par l'art-thérapie et l'hypnose. Et puis le docteur Patrick Légeron, qui est psychiatre, auteur du livre paru chez Odile Jacob, Le stress au travail. Et je précise que vous êtes chargé par le ministre du Travail de conduire une mission sur les risques psychosociaux dans l'entreprise. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Benoît. Marina. Des questions. Je vous rappelle de proposer vos questions. Vous pouvez le faire soit par SMS au 41 555, soit par Internet www.france5.fr. Quelles sont les conséquences du stress sur l'organisme? Que faire quand les tensions s'accumulent? Quelle technique de relaxation faut-il privilégier? Un premier point avec Cécile Guéry-Riquier. Les hommes de Cro-Magnon étaient déjà stressés. Face à un danger, ils n'avaient que 2 solutions, fuir ou combattre. L'homme a évolué, mais le stress est resté. Le stress est une réaction normale de notre corps pour faire face à une perturbation de notre environnement. C'est à tort qu'il est considéré comme néfaste. Dans des situations exceptionnelles, comme un entretien d'embauche ou une représentation théâtrale, le stress permet de se surpasser. En fait, c'est l'excès de stress qui est néfaste. Normalement, une fois l'épreuve surmontée, la phase de stress est suivie d'une période de relâchement et de récupération. Mais il arrive que le stress se prolonge, que les causes de stress soient quotidiennes. Pression au travail, transport, embouteillage, épuisant. Les conséquences varient selon les personnes. Insomnie, mal de dos, risque cardiovasculaire. Café, alcool, tabac ou calmant sont à éviter. Il faut plutôt préférer les grands classiques, faire du sport, du yoga, prendre un bain chaud. Plus facile à dire qu'à faire. Apprendre à se détendre et à s'adapter à ce qui nous entoure est le meilleur moyen de réduire non pas son stress, mais son excès de stress.
Alors, on commence avec un peu de définition, docteur Légeron. Stress et anxiété, est-ce que c'est la même chose, nous demande-t-on? Non, ce n'est pas tout à fait la même chose. Malheureusement, dans le langage courant, on assimile les deux mots. Stress, une réaction très générale de l'organisme, aussi bien physique qu'émotionnelle. Et dans les émotions, il peut y avoir de l'anxiété, mais il peut aussi y avoir de la colère, il peut y avoir du découragement. Alors que l'anxiété est une manifestation émotionnelle très spécifique, qui n'a rien à voir avec la colère ou la tristesse, et qui peut survenir dans d'autres types de situations que de stress. Même question avec le TRAC. Quelle est la différence entre le stress et le TRAC? Alors le TRAC est un sous-ensemble de l'anxiété. Il y a plein de façons d'être anxieux. On peut être anxieux parce qu'on a besoin de vérifier 50 000 fois quelque chose, on a un trouble obsessionnel compulsif, mais on peut être anxieux de la prise de parole devant un groupe. À ce moment-là, on a plus ce qu'on appelle de l'anxiété sociale et donc du TRAC, de la gêne. Donc vous voyez que le TRAC est plutôt une forme d'anxiété. Et la dépression, différence? Alors la dépression, c'est un autre désordre des émotions. Dans les émotions, j'ai dit, il y a l'anxiété, mais il y a aussi la tristesse, que tout le monde connaît. Et la dépression, on peut dire, est la forme pathologique de cette émotion fondamentale qu'est la tristesse. Donc, alors souvent, bien sûr, quand on est déprimé, quand on a cette tristesse pathologique permanente, on peut avoir en plus de l'anxiété. Tout le problème, c'est que souvent, tous ces termes, stress, anxiété, dépression, se conjuguent pour former ce qu'on appelle la comorbidité. Tout ça existe ensemble. Mais pour les spécialistes, c'est très différent parce que les moyens thérapeutiques sont très différents. D'où vient le stress? Est-ce que c'est une glande dans le cerveau qui le provoque, nous demande Déborah. Eh bien oui, le stress est commandé par le cerveau. C'est-à-dire que nous avons dans le cerveau une zone extrêmement puissante qui est le cerveau limbique et dans lequel il y a l'hypothalamus. C'est le cerveau des émotions. C'est un cerveau très primaire puisqu'il apparaît avec les mammifères. Il y a encore des cerveaux plus primaires qu'on observe chez les reptiles, etc. Mais ce cerveau limbique que l'on a hérité des mammifères et j'allais dire la pièce maîtresse qui déclenche tout le circuit du stress, ensuite en activant d'autres glandes, qui sont les chefs d'orchestre du stress, qui sont les deux glandes surrénales, qui sont sur les reins, et qui libèrent toutes les fameuses substances chimiques du stress, l'adrénaline, le cortisol. Mais le point de départ est quand même le cerveau. Donc un bon point pour Déborah. Isabelle, je vous appelle Isabelle, parce que comme votre nom est en deux fois, je m'en souviendrai pas. C'est pas grave. Quel rôle joue le sommeil dans le stress? Sophie pose la question. Alors, est-ce que c'est les troubles du sommeil qui engendrent le stress, ou est-ce que c'est le stress qui va engendrer les troubles du sommeil? Ça peut être dans les deux sens, exactement. Si une personne va présenter des troubles du sommeil, la fatigue peut entretenir un déséquilibre qui va s'exprimer sous forme de stress. Et puis on sait bien que le stress aussi peut déclencher des troubles du sommeil de différents types, une difficulté à l'endormissement ou des réveils nocturnes répétés. Il y a beaucoup de gens qui viennent vous voir stressés, mais sur lesquels vous dépistez les troubles du sommeil ou... Oui, c'est très courant, effectivement, que le stress ait cette implication-là. Et ça va être important de traiter effectivement la cause, donc qui va être le stress, pour pouvoir aborder les troubles du sommeil. Est-ce qu'une femme stressée pendant sa grossesse va faire un bébé stressé? Question difficile. Ce que l'on sait, c'est que la production importante d'hormones de stress, dont je vous ai parlé précédemment, en particulier les glucocorticoïdes, peuvent évidemment passer à travers la barrière placentaire dans le sang du fœtus, et que ça peut commencer à créer chez lui une hypersensibilité aux récepteurs, et donc favoriser, des plus fortes réactions de stress. On sait bien d'ailleurs, dans toutes les études scientifiques sur notre réactivité de stress, on n'est pas tous égaux face au stress. Il suffit de regarder les gens dans un embouteillage, vous en voyez des très zen et des très énervés. Eh bien, on sait bien qu'il y a une prédisposition et sans doute qu'elle apparaît assez tôt, pas seulement au niveau génétique, mais peut-être au niveau même de la transmission d'hormones entre la mère et le fœtus pendant la grossesse. Prédisposition, mais est-ce que par exemple les hormones sécrétées par la maman peuvent faire s'accélérer le cœur du bébé, par exemple? Ah, tout à fait. C'est ce qu'on a constaté tout déjà. Tout à fait. Je vous propose d'écouter un témoignage avant de continuer, celui de Jacques. Jacques Perconte est artiste plasticien, il travaille avec l'outil numérique. Il prépare actuellement 2 expositions qui se tiendront à Bordeaux début janvier. Et à quelques jours de l'échéance, la pression commence à monter. Emma Boss et Claude Pavlec sont allés le rencontrer sur son lieu de création. Juste avant une exposition, juste avant le montage d'une exposition, généralement, il y a la prévention qui est là. Donc toujours un peu la peur de ne pas réussir, ou en tout cas de ne pas savoir gérer les imprévus, ou les gens, ou moi, d'être trop fatigué. J'ai souvent aussi peur d'être trop fatigué quand je vais sur un événement comme ça.
Et là, il y a des manifestations physiques. Hein. Il y a des problèmes à la poitrine. J'ai l'impression d'être un petit peu écrasé comme ça. Je vais avoir l'impression d'être beaucoup plus fatigué que je ne le suis, souvent. Dans les périodes de stress, les influences sur le mental, ça va plus être des espèces de panique, hein, des espèces de manque d'efficacité, hein, des problèmes de concentration. En plus, généralement, il y a beaucoup de choses à faire en même temps. Et je vais me concentrer sur des choses qui sont moins importantes. Hein, j'ai des problèmes de sélection dans les urgences, hein, qui se présentent à moi. Donc j'essaye idéalement de m'organiser. Et plus je suis paniqué, plus je perds de temps à m'organiser. Généralement, dans ces moments-là, hein, j'ai tendance à m'occuper beaucoup moins de moi. Ne serait-ce que quand je bois normalement et que je fais attention à ce que je mange, ça va beaucoup mieux après, quoi. C'est-à-dire que le temps que j'ai, entre guillemets, perdu, hein, en tout cas consacré à une activité, je le gagne après dans ma qualité de concentration, dans le fait que je me dors beaucoup mieux, que je récupère beaucoup plus, et puis que je suis beaucoup plus présent, beaucoup moins stressé, globalement, quoi. Le plus pénible dans mon travail, ça va être à la fois les manifestations physiques et tous les petites dérives psychologiques qu'il peut y avoir, hein, parce que les manifestations physiques, comme j'ai plutôt tendance à pas y faire attention, c'est après coup que ça se manifeste vraiment. Ça m'est arrivé après un travail assez difficile et très fatigant de vraiment presque tomber malade, quoi, après. Les maux de ventre, la fatigue de façon générale, hein, des maux de tête aussi. Alors Jacques vient de nous raconter que le stress lui donne comme une impression d'étau dans la poitrine, ce qui pourrait rappeler des signes cardiaques. Est-ce que le stress peut provoquer un infarctus ou d'autres vraies maladies ? Alors oui, je crois que la réponse est claire depuis maintenant une quinzaine d'années. Ça fait pas si longtemps que ça que scientifiquement on a pu établir que le stress est responsable de véritables maladies. Le stress n'est pas une maladie, comme ça a été rappelé, mais trop de stress peut déclencher des maladies. Et les principales maladies concernées, ce sont des maladies psychologiques, on s'en doute bien, l'anxiété, la dépression, le burn-out, voire le suicide, mais également des maladies physiques. Et sans doute que c'est dans la sphère cardiovasculaire, c'est-à-dire l'infarctus du myocarde, que les études sont les plus, franches et nettes. Et on sait bien maintenant que, par exemple, un mode de fonctionnement de stress, les gens qui sont toujours en activité, en train de remuer, anxieux, etc., eh bien, c'est un facteur qui multiplie par 3 ou 4 le risque coronarien. Également sur l'immunité, c'est bien établi. Donc éventuellement sur le cancer ou pas ? Est-ce qu'il y a un lien entre stress et cancer ? Le cancer, c'est plus compliqué. On sait que le stress dérègle le système immunitaire et que lorsque les premières cellules cancéreuses apparaissent, eh bien, normalement, elles doivent être éliminées. L'organisme lui-même sait les repérer, les détruire, mais une défaillance du système immunitaire fait qu'il les repère mal et le stress, diminuant la défense immunitaire, n'arrive pas à lutter contre le cancer. Donc aujourd'hui, ce que les scientifiques savent, c'est qu'on ne peut pas dire que le stress crée du cancer, mais que quand un cancer commence à se développer, le stress favorise son développement. Pourquoi stressons-nous? Est-ce dû à un manque de confiance? Et si oui, que faire pour reprendre confiance, Isabelle? Ça, c'est les problèmes dont doivent vous parler vos patients. Oui, il y a beaucoup de patients qui vont consulter pour le stress. Et d'ailleurs, quel que soit l'âge, ça peut être des enfants, des adultes, des personnes âgées. Alors le stress, on a vu dans le dossier, dans la séquence, que c'est un déséquilibre à la fois sur le plan corporel, au niveau des pensées. L'homme qui a raconté son stress, là à l'instant, disait bien qu'il n'arrivait plus à s'organiser, puis aussi émotionnel. Et donc il y a différentes pratiques qui vont permettre à la personne de retrouver un nouvel équilibre. Et la confiance en soi, là, pour répondre précisément à cette question, le manque de confiance peut engendrer un stress suffisamment important. Le manque de confiance en soi peut générer un stress, mais trop de confiance en soi peut aussi générer du stress. Il faut trouver un bon équilibre par rapport à l'expression de la confiance en soi qui va, comme ça, permettre d'avoir le bon stress, puisqu'on a vu qu'il n'y avait pas à supprimer le stress. Il faut arriver à le doser, en fait, par rapport à la situation. Benoît. Est-ce que le stress peut entraîner des maux de tête? On a la même Jacques question. Jacques disait qu'il en avait, effectivement. Jacques en parlait. Et une autre question qui nous revient des dizaines de fois, c'est les maux de ventre. Alors, sur les maux de tête, tout à fait, par 2 mécanismes, parce qu'on sait bien en médecine que les maux de tête sont dus à 2 phénomènes. C'est ce qu'on appelle les céphalées de tension, qui sont des contractions du muscle, des frontalis, le muscle du front, et de tous les muscles qui tournent autour de cette sphère. Et on sait bien que, comme l'homme des cavernes, que ça a été montré dans le premier reportage, c'est que dès que nous avons du stress, notre corps se contracte pour attaquer l'ennemi.
Enfin, pour l'homme des cavernes, c'est très efficace. Et donc, nos muscles se contractent. Et donc, évidemment, beaucoup de céphalées de tension, de maux de tête sont dus à ça. Et puis, évidemment, les migraines, qui sont des phénomènes cette fois-ci vasculaires, sont également très déclenchés par le stress. Donc, au niveau de la symptomatologie, les maux de tête font partie intégrante des signes repérables de stress. Sur la sphère digestive, c'est plus compliqué. On sait que la réaction de stress perturbe l'ensemble du fonctionnement physiologique, que ce soit urinaire, digestif, respiratoire, et sans doute que des phénomènes de stress peuvent accentuer, mais c'est sans doute qu'un facteur annexe par rapport à d'autres types de problématiques. Alors l'anxiété, oui. Lorsqu'il y a beaucoup d'anxiété, on peut somatiser au niveau digestif. Mais la réaction de stress, c'est lorsqu'elle s'accompagne de beaucoup d'anxiété que la problématique digestive apparaît. Est-ce que... Alors, mon mari est tellement stressé qu'il ne supporte pas d'être en vacances. Il s'ennuie. Est-ce pathologique? Isabelle, vous en pensez? Alors effectivement, il y a des personnes qui vont, par rapport à une même situation, on peut avoir des réactions diverses. Certaines personnes vont être stressées et d'autres non. Et on sait que le stress, donc, qui va être une forme de nouvel équilibre face à une situation, lorsqu'une personne n'a plus rien à faire, si son équilibre c'est effectivement l'hyperactivité, la suractivité, lorsqu'il n'y a plus d'activité, voilà, ça va être difficile. Et il y a des personnes d'ailleurs qui consultent pour arriver à pouvoir être bien, tranquilles lorsqu'elles sont seules ou même en vacances. Et vous savez, juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est que les psychiatres commencent à décrire parmi toutes les dépendances, la dépendance à l'adrénaline. C'est-à-dire c'est une substance chimique extrêmement puissante qui nous aide la plupart du temps d'être sous adrénaline. Et au travail, on a besoin beaucoup d'adrénaline pour être efficace parfois. Et ces gens deviennent dépendants. Et la dépendance est aussi difficile à rompre que celle à la nicotine auquel vous faisiez allusion tout à l'heure. C'est pour ça qu'en vacances, ils n'arrivent pas. Alors le problème, c'est qu'on peut secréter soi-même de l'adrénaline. La nicotine, c'est plus compliqué. Il faut aller au bureau de tabac pour en chercher. Oui, l'adrénaline, parce que si on... Mais l'adrénaline, alors il y a des gens qui s'arrangent toujours pour être en sécrétion d'adrénaline. Oui, c'est pas un shoot à l'adrénaline, c'est surrénal, les glandes qui sont sur les reins. On peut se les commander soi-même. Voilà. Par exemple, si c'est sûr qu'en vacances, si on fait de la pêche à la ligne, on ne sécrète pas beaucoup d'adrénaline, mais si on fait du kart ou d'autres activités, ces gens-là, en général, en vacances... oui, ils s'organisent pour que l'adrénaline soit produite. Alors on continue avec l'histoire d'hormones. Si l'endorphine permet de lutter contre le stress, est-ce qu'il faut faire plus de sport pour être moins stressé? Ah oui. Mais t'as pas de la compétition. Non. C'est-à-dire que historiquement, l'homme des cavernes était stressé, mais ça s'écoulait naturellement dans les activités physiques. Quand il était stressé, il attaquait, il fuyait, il bougeait. L'un des gros problèmes de notre société, c'est que les deux S, comme je dis souvent, c'est-à-dire stress et sédentarité. Et ça fait très mauvais ménage. Donc à la limite, si on arrive à écouler dans les tensions physiques, le stress, eh bien, on est beaucoup mieux, on a moins de risques de maladie. Et puis aussi, l'activité physique, lorsqu'elle est d'endurance, c'est-à-dire la vraie activité physique, presque le sportif de haut niveau ou sportif, j'allais dire, régulier, on sécrète des endorphines qui ont pour but de nous aider à supporter la douleur liée à l'activité physique. Et l'endorphine, comme toutes les émotions positives, qui est un formidable antidote au stress, se faire plaisir, avoir des activités plaisantes, il n'y a pas que le sport, eh bien, sécrète ces fameuses endorphines qui, en simplifiant, sont des substances qui neutralisent un petit peu les autres substances de stress. Donc, on a quand même en soi-même, j'allais dire, un contrepoison, si on peut dire, qu'on peut produire nous-mêmes. On n'est pas mal fait quand même. Benoît. Non, on a aussi des dizaines de questions sur le stress des études. Alors je vous en cite 2 ou 3. Je souffre de stress, je fais des études d'infirmière et j'ai toujours peur de ne pas y arriver. Quelle solution? Depuis toute petite, je suis très stressée. Le stress scolaire me gâche la vie. Que faire? Demande Marie. Et puis j'ai 14 ans, je suis tout le temps nerveuse. Ce stress dû aux études me gâche la vie. Que puis-je faire à mon âge? Isabelle. Alors effectivement, ce stress des étudiants est très important. Moi, je dirais même de plus en plus important. C'est une demande, il y a énormément de demandes de consultation pour ce stress. Moi, souvent, ce que je raconte aux personnes, aux étudiants stressés qui arrivent, c'est une petite histoire que l'on prête à Sarah Bernard, qui arrivait à un cocktail où il y avait beaucoup de monde. Et il y avait une jeune actrice qui clamait haut et fort qu'elle n'était jamais stressée, qu'elle n'avait jamais le trac au moment de passer au moment de rentrer sur scène. Et Sarah Bernard avait répondu « T'inquiète pas, cocotte, ça viendra avec le talent ». Et alors effectivement, le travail va être déjà de permettre à la personne d'avoir confiance en elle-même, de retrouver une confiance et de pouvoir développer des stratégies pour faire face au stress. Des stratégies que souvent la personne va avoir elle-même, mais qu'elle n'a pas encore trouvées dans cette situation-là.
Donc il y a différentes formes de thérapie qui permettent de retrouver en soi ces ressources pour faire face à la situation difficile. Ça va être un travail par la relaxation, pouvoir travailler sur le lâcher-prise par exemple, puisque le problème des personnes stressées, très souvent, ça va être d'être dans un hyper-contrôle, d'être dans l'illusion de vouloir toujours tout contrôler. Si on arrive à ressentir qu'on peut lâcher un peu prise sans que rien de catastrophique, sans que nos performances diminuent, que cela se passe bien, c'est déjà bénéfique pour la personne. Pour d'autres étudiants, ça va être plutôt d'acquérir des stratégies pour se sentir compétent dans le domaine stressant. On va voir une de ces stratégies peut-être, Benoît? Oui, avec Jacques, lui, il a choisi de faire du yoga pour lutter contre les effets négatifs du stress. Alors le yoga Kundalini, je ne connais pas très bien moi. C'est une forme de yoga dans laquelle on travaille beaucoup avec la respiration. Emma Beauce et Anne Garcès ont assisté à un cours. Ce soir, on va travailler sur le stress. On va travailler sur certains aspects du stress, développer notre capacité respiratoire, travailler sur notre diaphragme et travailler aussi sur notre état méditatif, donc nous libérer un peu des tensions de notre esprit. Petit à petit, rendez votre respiration de plus en plus longue, de plus en plus profonde. Je viens au yoga parce que déjà, il faut que je décroche de mon activité de tous les jours, du travail. Donc déjà, pour arrêter de penser, pour arrêter d'être dans la continuité de tout ce que je fais. Avec cet exercice, on assouplit notre corps, notre colonne vertébrale. Et en assouplissant notre colonne, on assouplit aussi notre esprit. On permet au liquide céphalorachidien de mieux circuler et donc d'avoir une meilleure mémoire. Si je suis vraiment très fatigué, très stressé, ou ça va me faire dormir, ou ça va me donner de l'énergie. Si je suis au contraire trop excité ou quoi, ça va plutôt m'aider à me détendre. Généralement, ça va dans le sens où il faut que ça aille. Tous les exercices du yoga gèrent le stress puisque le yoga, c'est vraiment un travail global. Mais après, il y a certains exercices qui peuvent être peut-être plus axés pour un travail sur le stress. Beaucoup d'exercices donc de respiration pour avoir une respiration plus longue et plus profonde, ce qui permet d'être plus posé, de prendre son temps pour faire les choses, pour dire les choses. Allongez-vous pour la relaxation. Après la tension des exercices, vous allez vous relaxer. Je me sens vraiment coupé de ce qu'il y avait avant, donc prêt à repartir sur quelque chose beaucoup plus léger, Puis, vivifié, on va dire, quand même, globalement. Isabelle, on vient de voir là un type particulier de yoga, mais est-ce que la relaxation, l'hypnose, le massage, est-ce que toutes ces techniques se valent et il suffit de trouver la bonne pour soi, ou est-ce que par rapport au stress, il y a une technique meilleure qu'une autre? Non, toutes ces techniques vont être intéressantes. C'est avant tout une bonne rencontre avec un thérapeute et une pratique qui va faire que ça fonctionne. Ce qui est intéressant, c'est de trouver pour la personne s'il vaut mieux aller tout de suite du côté du lâcher-prise. Et donc là, il y a un travail avec le yoga, le qigong, le tai chi chuan, l'hypnose, la relaxation, qui va être intéressant. Ou s'il faut une technique plus active, où la personne doit travailler sur des stratégies pour faire face au stress. Le coup du liquide, j'ai le liquide céphalorachidien complètement gélatineux là, depuis que j'ai vu le reportage. C'est moi, je n'avais pas fait de yoga ce matin. C'est pour ça, il ne circule pas bien. C'est possible que ça fasse circuler le liquide céphalorachidien? Je ne sais pas. Mais pour compléter ce qui a été dit sur la relaxation, je pense en effet que toutes les techniques se valent. L'intérêt des techniques un petit peu inspirées de l'Orient, c'est que depuis toujours, ils ont refusé de faire la différence entre le corps et l'esprit. Donc ce n'est pas simplement la détente du corps ou simplement celle de l'esprit, c'est un mixte, ils ne font pas tellement de différence. Mais je crois que la chose extrêmement importante, c'est de l'intégrer aussi dans la vie de tous les jours. Une séance de yoga une fois par semaine, ça fait du bien. Mais quand on arrive
quasiment tous les jours, à prendre conscience de sa respiration, aussi bien par exemple quand on est dans le métro ou entre 2 coups de fil ou à un feu rouge, et qu'on sait régulièrement, c'est-à-dire 10 fois, 15 fois par jour, détendre ses muscles, respirer lentement, eh bien, je veux dire, on met en pratique au quotidien toutes les techniques de relaxation. Ça serait illusoire de penser qu'une séance par semaine suffit. Il faut intégrer au quotidien la relaxation et c'est une puissante méthode pour lutter contre le stress, ça c'est sûr. Alors, une question d'une toute jeune maman qui a 17 ans, qui dit « Je suis stressée et fatiguée, j'ai eu un bébé il y a 4 mois ». En même temps, on comprend un petit peu qu'elle puisse être stressée et fatiguée à 17 ans et un bébé 4 mois, mais qu'est-ce qu'elle peut faire, cette maman? Beaucoup de choses. Oui, c'est difficile de répondre comme ça sans la connaître, mais c'est vrai que c'est ce que vous venez de dire est la base d'abord. C'est tout à fait naturel d'être fatiguée et stressée à ce moment-là. Il faut qu'elle puisse effectivement s'organiser, c'est aussi tout un contexte, qu'elle puisse se reposer. Et puis on vient de dire qu'il y a un point commun dans toutes ces pratiques, un point commun tout simple, c'est déjà poser sa respiration. Pouvoir s'installer, prendre un petit peu de temps pour soi, ressentir juste sa présence. Et ça, c'est commun à toutes ces pratiques, qu'elles soient orientales, asiatiques ou les pratiques que l'on développe ici en Occident. Et c'est déjà pouvoir se ressourcer, trouver une base de tranquillité. Le stress, c'est un changement dans la vie, c'est faire face à un changement dans la vie. Donc l'essentiel, c'est d'arriver à trouver une base de sécurité qui permet de trouver face à ce changement un endroit de sécurité. Pour certains, ça va être de le ressentir par rapport au corps, la respiration. D'autres vont le trouver dans la musique aussi, simplement pouvoir se ressourcer à ce moment-là. D'autres encore dans le mouvement, dans le sport, comme on a vu tout à l'heure. Déjà qu'elle trouve du temps pour apprendre à respirer. Non, mais je compléterai en disant que ces techniques sont évidemment fondamentales pour trouver un équilibre, mais je pense que lorsqu'on a des difficultés, je ne sais pas le cas de cette jeune maman, d'abord, souvent les gens stressés sont très isolés, donc il ne faut pas avoir peur de chercher un petit peu de l'aide autour de soi, ses proches, sa famille, ou même de l'aide de spécialistes qui sont là pour vous aider transitoirement. Ça ne veut pas dire qu'on est un malade mental. Quand on fait appel à une psychologue, on a besoin un petit peu d'aide. Et puis aussi, peut-être développer des attitudes mentales qu'un psychologue peut vous aider à avoir, c'est-à-dire, les jeunes mamans sont souvent extrêmement perfectionnistes, veulent à tout prix, est-ce que je fais bien tout, est-ce que j'y arrive, surtout quand on est jeune. On a l'impression qu'on a un fardeau qu'on n'arrivera pas à maîtriser. Donc, je veux dire, ne pas avoir des exigences non plus extrêmes concernant son rôle de mère, etc. Il faut lâcher prise un peu. Il faut lâcher prise, il faut relativiser, il ne faut pas se mettre trop de pression soi-même. Malheureusement, des fois, notre société nous exige toujours de la performance en tout. Lâchons prise. Merci beaucoup à tous les deux. Benoît, vous aviez des appels à témoins. Oui, je vais vous faire ça un peu rapidement. Nous recherchons 3 témoins différents. Le premier sur ce qu'on appelle l'ictus amnésique. C'est un trou de mémoire brutal, c'est comme ça qu'on peut appeler ça. Donc si ça vous est arrivé ou à quelqu'un de votre entourage, merci de nous appeler. Nous cherchons un deuxième témoin, une femme qui vit bien le fait d'avoir de la cellulite et qui revendique même sa sensualité à propos de la cellulite, si ça existe. C'est pour un témoignage déculpabilisant sur la cellulite. Et puis, dans le cadre d'une prochaine émission sur la sexualité, nous recherchons des témoignages sur votre première fois. Alors si pour l'un ou l'autre de ces témoignages, vous voulez bien nous appeler, c'est le 01 46 10 30 74. Merci beaucoup, Benoît. Merci, on vous retrouve demain pour une nouvelle émission. Merci de votre fidélité. Très bon après-midi, à demain, au revoir. Ici, tout ce qui est vert est fort, et tout ce qui est blanc est fondant. Ici, c'est le pays.